Bonjour à tous et bonjour et merci Nicole Garcia d'avoir accepté notre invitation, d'être notre 20e leçon de cinéma donnée dans cet amphithéâtre. C'est pas vrai d'ailleurs. La première leçon de cinéma n'a pas eu lieu ici, elle a eu lieu dans un autre amphithéâtre qui est juste à côté. Mais dès la suivante, ça a eu lieu ici. Et donc, vous succédez à plein de grands réalisateurs. John Borman, Arthur Penn est venu donner une leçon de cinéma ici, Sidney Lumet. Voilà. Je ne peux pas tous les citer, mais c'est... Voilà. Il y a eu aussi des réalisatrices, c'est important pour nous, ça compte. Et on est très heureux d'ailleurs que ce soit une réalisatrice qui donne la leçon de cinéma du 20e anniversaire. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ce festival est né de l'union en fait, entre la volonté de l'université et de Plan Séquence de créer un événement en région. Et donc, 20 ans plus tard, on est très heureux de voir que cette leçon de cinéma a toujours autant de succès et que le festival, lui, en a toujours de plus en plus, puisque je pense que cette édition est une édition merveilleuse. Voilà. Pour animer la rencontre, vous le connaissez si vous venez depuis des années, Michel Simon, donc, qui est critique de cinéma. Vous pourrez bientôt l'écouter, comme souvent, dans Le Masque et la Plume. La revue Positif aussi, il faut toujours la citer parce que c'est la plus belle revue de cinéma, même s'il y a des belles revues émergentes, ça demeure la plus belle revue de cinéma aujourd'hui. Et puis, voilà. Je crois que je vais passer la parole maintenant à Brigitte Buffard-Moret, qui est la vice-présidente chargée de la culture à l'université et qui va vous dire quelques mots d'accueil. Bonjour à tous, Madame Nicole Garcia, Monsieur Michel Simon, Madame Nadia Pasquetto, que j'ai vue il y a quelques instants, Monsieur Éric Millot, qui est juste à mes côtés. Cher public, aujourd'hui, comme chaque année, si nombreux à venir assister à la leçon de cinéma en ces murs, au nom du président de l'université et du service culturel, et en tant que chargée de mission à la culture, je ne suis pas vice-présidente, mais je suis chargée de mission à la culture, mais je vais suggérer que je devienne vice-présidente. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université d'Artois. Madame Garcia, nous sommes très heureux de vous recevoir cette année au Arras Film Festival, et je devrais dire de vous recevoir enfin, car nous vous espérions depuis un moment déjà. Et c'est un plaisir double que d'accueillir à la fois une cinéaste et une actrice. À Monsieur Michel Simon, que nous recevons ici toujours avec le même plaisir depuis un certain nombre d'années, vous offrez une riche matière à analyser et à décrypter. Pour ma part, afin de me rafraîchir la mémoire, vous pouvez le comprendre quand on sait que vous avez près de 80 rôles à votre actif en tant qu'actrice. Si, j'ai compté. Et 8 longs métrages, bientôt 9, avec Lisa Redler en tant que réalisatrice. Je suis allée feuilleter l'excellent dictionnaire du cinéma de Jean Tullard dans la collection Bouquins, l'édition de 1992, pour être précise, car ce détail a son importance. Mon avis, en effet, est que l'auteur de l'article qui vous est consacré a eu un sacré flair. Jugez plutôt. Parlant de l'actrice, puisque vous veniez tout juste à cette époque-là de réaliser votre premier film, Un week-end sur deux, il déclare « Nicole Garcia est une des rares comédiennes françaises de sa génération qui puisse considérer l'avenir sans crainte. Son pouvoir d'émotion sera toujours intact. » Quelques 27 ans plus tard, nous confirmons qu'il avait parfaitement raison pour l'actrice, mais aussi pour la réalisatrice. Je citerai simplement, pour ce qui concerne l'actrice, votre rôle d'un professeur d'histoire, femme lumineuse, chaleureuse et fragile à la fois, qui ne pouvait que faire chavirer le cœur du personnage de Reda Kateb. C'était dans Gare du Nord, pas très loin d'ici finalement,
de Claire Simon. Et votre pouvoir d'émotion, c'est aussi comme réalisatrice que vous l'exercez, en nous offrant des personnages poignants, comme ces mères en perdition dans Un week-end sur deux ou Un beau dimanche, en vous attachant même à des personnages déroutants, voire révoltants, comme ceux joués par Marion Cotillard dans Mal de Pierre ou par Daniel Auteuil dans L'Adversaire. Les hommes pleurent souvent dans vos films, que l'on songe à Dujardin dans Un balcon sur la mer, à Auteuil dans L'Adversaire, à Magimel dans Selon Charlie. Les femmes crient comme des bêtes blessées, tandis que les enfants demeurent impénétrables. Failles familiales, conjugales, secrets de famille, amour fou qui résiste au temps, voire à la folie elle-même, je pense à Mal de Pierre. Vous sondez tout, tantôt cliniquement, comme dans L'Adversaire, tantôt entre larmes et sourires, comme dans Selon Charlie. Et les constructions narratives de vos films sont un outil majeur pour distiller l'émotion. L'organisation chorale dans Selon Charlie, qui lie par le fil subtil du jeune Charlie des personnages aussi différents qu'un maire en plein questionnement sur le sens de la vie, Jean-Pierre Bacry, et un petit truand minable, Benoît Poelvoorde. Des flashbacks très élaborés qui mettent en lumière le cours implacable des événements dans L'Adversaire, les joies et les déchirures de l'enfance dans Un balcon en forêt, voire la raison qui vacille dans Mal de Pierre. Et il y a aussi la beauté des images, avec cet hymne à la nature, à la lumière et au corps, digne de Giono dans Mal de Pierre ou Un balcon sur la mer notamment. Cette sensualité passionnée est-elle à relier à l'Algérie, présente en filigrane ou au premier plan dans plusieurs de vos films d'actrices ou de réalisatrices, ce pays où vous êtes née et que vous avez quitté à l'âge de 15 ans. C'est peut-être cette blessure d'exil, reçue en héritage de votre père selon vos propres mots, ce don de la lumière du soleil, pour citer Camus, que vous avez transformé au fil de votre carrière en source d'inspiration féconde. Pour toutes ces facettes de votre œuvre et pour votre présence ici aujourd'hui, Madame, nous vous remercions. On a tout dit, non? Bien, Madame, merci beaucoup pour cette présentation. Les colonnes de positif vous sont ouvertes et je regrette que vous n'ayez pas dirigé le dictionnaire à la place de Jean Tullard. C'est vrai, vous avez presque tout dit. On a presque fini. Voilà, donc l'année dernière, j'étais ici avec Pascal Ferrand, aujourd'hui avec Nicole Garcia. C'est un plaisir immense pour moi parce que je considère que ce sont deux grandes réalisatrices, deux grands metteurs en scène. Je mets le neutre plutôt que le féminin parce que ce n'est pas le fruit d'une parité quelconque ou d'un numerus clausus ou d'autres considérations. C'est simplement une grande cinéaste, pointe à la ligne, avec effectivement 8 films, mais aussi une grande comédienne. Et donc, on va essayer, une grande comédienne qui a beaucoup d'activités dans tous les domaines. Donc, on va essayer de voir cette carrière qui est très riche dans l'heure et demie, en vous donnant la parole ensuite. Alors, Nicole, je sais que dans un petit journal dans votre enfance, ou jeunesse, prime jeunesse, le journal de Mireille demandait aux lecteurs d'envoyer leurs photomatons et que vous aviez répondu en envoyant la vôtre avec un pseudo, Navire Vagabond. Alors, est-ce que ça vous convient toujours, Navire Vagabond? Je sais que vous avez beaucoup changé d'appartement aussi. Vous étiez quelqu'un qui bougeait beaucoup. Et dans appartement vagabond, alors. Et dans vos films, on bouge, les personnages féminins en particulier, mais aussi masculins, bougent beaucoup. Ils se déplacent. On va voir des extraits tout à l'heure. Tu vas interroger pourquoi Navire Vagabond? Pourquoi, quand on a 10 ans, de quel rêve ça présuppose? C'est vrai que j'ai tout le temps eu une énergie assez nomade, comme vous dites, de bouger. Mais enfin, ça veut dire que je rêvais quand même d'un départ. Un départ d'ailleurs qui a été, je n'ai pas suscité, mais que la grande histoire a organisé. Voilà.
voilà, loin de ce rêve de navire vagabond, mais oui, j'imagine que navire vagabond, oui. Je devais sûrement, ça c'est un peu l'histoire familiale, je ne vais pas vous raconter tout quand même, même pendant 1 heure et demie, mais peut-être que qui n'était pas très simple quand même, hein, qui donc peut-être que dans ce navire vagabond, il y avait quand même un désir de partir qui n'a jamais cessé de m'animer, même si encore une fois la grande histoire de la décolonisation et la fin de l'Algérie voilà, s'est substitué à ce rêve de départ, et je suis partie effectivement. Voilà, mais oui, je devais vouloir partir, je crois. C'était une manière un peu poétique, comme ça, un peu bizarre, de raconter les choses. Alors, vous êtes né effectivement à Oran, et à l'âge de 15 ans, vous êtes parti d'Algérie pour vivre en France. Et ce qui me frappe dans vos films, on va en voir certains, c'est le midi est très présent dans Un beau dimanche, dans un bateau, un balcon sur la mer, dans même le début de Mal de Pierre. Et beaucoup de vos films se situent au soleil. D'ailleurs, votre collaborateur dont on parlera, Jacques Fieschi, qui a écrit tous les scénarios avec vous, est lui-même originaire d'Algérie. Et on voit que vous oscillez entre des paysages ensoleillés, c'est-à-dire vous mêlez le chaud et le froid. Il y a des paysages ensoleillés, puis il y a d'autre part des paysages, c'est le Jura, c'est la Suisse, c'est-à-dire des paysages au contraire hivernaux, des paysages glacés, etc. Donc vous mélangez le chaud et le froid. Terre de contraste. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a souvent des contrastes. Moi, j'avais même pensé à ça, comme quoi je peux aller de... Et même dans le film que je suis en train de monter maintenant, il y a, oui, il y a des chauds soleils, en même temps, il y a quelque chose du froid. Oui, du froid, du chaud, du feu sous la glace. Allez, next, question d'après. Voilà, donc vous arrivez en France, et puis au bout de quelques années, vous faites du théâtre. Vous avez le premier prix de comédie moderne au Conservatoire en 1969, bien que la comédie ne soit pas tellement le registre que vous allez adopter dans vos mises en scène. Ni après, en tant qu'actrice, que j'étais pas assez jolie, je crois, pour être une héroïne à l'époque. On se souvient des phrases de Jouvet. Enfin, il y avait des emplois on jouait les princesses, on jouait les soubrettes, on jouait les jeunes premières, et moi, je n'étais pas assez jolie pour être jeune première. On m'avait appelée donc jeune première de fantaisie. De fantaisie. Donc ça voulait dire que je ne pouvais pas aspirer à jouer les héroïnes, même les princesses de tragédie, mais je jouais j'avais eu mon premier prix de comédie moderne avec Le Renard et la Grenouille de Guitry. Et puis après, j'avais 18 ans, et puis après j'ai dû mincir. J'étais un peu comme ça, pas ronde, un peu comme ça, un peu dodue. Enfin, je sortais comme ça de l'adolescence. Enfin, surtout les souvenirs que j'en ai. Et puis j'ai minci, tout ça, et je suis devenue cette princesse. Enfin, un peu, parce que j'ai joué sur Réna de Corneille, l'Odéon. Enfin, un emploi, comme on disait à l'époque, l'emploi avait changé. Et je suis devenue... Et puis tout d'un coup, tout ce qu'il y avait de plus de drôle en moi, et que j'adorais d'ailleurs faire rire, ça s'est perdu. Et je suis allée, et en plus, après, avec le cinéma, être dans des rôles de plus en plus cérébraux, intellectuels. On me mettait d'énormes conflits sur les épaules à résoudre et à endosser. Et voilà. Et c'est vrai qu'après, je n'ai plus cette veine comique en moi, n'a pas été utilisée. Mais alors, vos débuts au théâtre, c'était même dans la comédie, Les Caprices de Marianne. Oh, là, avec Musset, on va déjà vers un romanesque. Là, j'avais déjà atteint la chrysalide. J'avais percé la chrysalide déjà. Là, j'étais justement encore. Je me souviens on jouait avec Jean-Pierre Bisson, Les Caprices de Marianne, et tous les jours, la grande scène des Caprices, c'est quand Octave rentre en scène et il dit à Marianne, vous êtes belle, Marianne. Et moi, je me disais, c'est à moi qui dis ça, c'est à moi qui dis ça. J'étais comme je sortais de l'adolescence avec une impression, vrai ou faux, je sais pas, moi c'est toujours moitié vrai, moitié faux, mais d'être quelqu'un d'ingrat, que c'était pas ma... Voilà, ça allait pas être simple du côté d'une séduction immédiate. Donc là, tout d'un coup, j'étais devenue cette jeune femme, Marianne, dont on disait tous les jours, belle Marianne, voilà, donc c'était moi. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire.
Alors c'est Bertrand Tavernier qui vous donne... Mais je crois qu'on fait beaucoup de théâtre. Je pense que c'est un grand dénominateur commun chez tous les acteurs, même ceux qui disent le contraire. C'est qu'on fait du théâtre, on s'expose pour forcer le regard des autres sur soi. Et c'est pour ça que longtemps, le théâtre, pour moi, a été même plus symbolique de ça que le cinéma, parce qu'on veut ce regard qu'on a eu, qu'on n'a pas eu assez à son gré. Enfin, voilà. On galope tous derrière un regard. Et au théâtre, on passe vraiment de manière très physique de l'ombre des coulisses à la lumière de la scène. Et ce passage de rentrer dans la lumière et de s'exposer, là, comme je suis maintenant, aujourd'hui, face à vous, mais pour d'autres raisons, c'était quelque chose de très physique que les acteurs, et qu'en tout cas moi, je recherchais. Et qui n'est pas du tout le rêve de cinéma. Le cinéma, on est à 5 dans une pièce, il y a une caméra, il n'y a pas... Après, la lumière au cinéma, elle vous est rendue, et c'est tellement narcissique, quoi, tellement grande, votre visage qui fait 4 mètres sur... C'est autre chose. On retrouve effectivement cette satisfaction narcissique, mais par un autre biais, et pas aussi physiquement que de rentrer sur une scène illuminée de théâtre. Alors c'est Bertrand Tavernier qui vous offre un de vos premiers rôles dans Que la fête commence. Je sais que Tavernier va beaucoup au théâtre. C'est là qu'il vous a découvert ou Oui. Ah oui, je crois. J'ai eu comme ça 3 grands metteurs en scène qui sont venus au théâtre parce que je pensais vraiment ne pas... Enfin, je n'avais un désir que de théâtre. Ils sont venus, c'est Tavernier, Rivette et Alain Resnais. Rivette m'avait vu dans une petite salle où on jouait une pièce de Brecht, Tambour dans la nuit. Et il m'avait dit, écoutez, moi, je n'ai pas beaucoup d'imagination, je veux la même chose que ce que vous venez de faire là, quoi. Une prestation, je jouais une petite pute dans un bar de Berlin. Et c'est comme ça que j'ai fait Duel au féminin avec Biologier et Juliette Berthaud. Et j'ai fait le film de Tavernier, Que la fête commence. Et plus tard, le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, qui m'a vraiment donné ma place dans le cinéma français. Voilà, et puis on peut citer aussi Le Cavaleur de Broca, Les uns et les autres de Lelouch, deux films de Doyon, dont Un homme à la mer, qui est un film de télévision qui est très beau aussi. Donc vous avez... Alors, est-ce que c'est le regard de l'autre qui est une satisfaction pour un acteur? C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous a regardé et qui a voulu que vous soyez dans son film? Ah oui, oui, oui. Oui, c'est tout. Non, il y a une phrase d'Isabelle Huppert qui me fait toujours beaucoup rire, parce qu'elle peut être drôle, Isabelle, quand elle veut seulement. Non, mais elle dit, on lui demandait quel était le meilleur moment pour un rôle, et elle disait, le meilleur moment, c'est quand le téléphone sonne et qu'on me le propose. Donc c'est vrai que c'est ça la précarité d'ailleurs de la situation d'actrice, et l'angoisse aussi, c'est que on dépend voilà, on est obligé de désir, quoi. On dépend du désir de l'autre sur soi. Et ça, on n'en finit pas d'y voir comme une jouissance et en même temps comme quelque chose qui est précaire. Parce que voilà, Alors, vous avez demandé, est-ce que je suis devenu cinéaste pour éviter ça? Non. Je vous dis, je préviens, ne me posez pas cette question tout à l'heure, quoi. Alors, on va voir un extrait de Mon oncle d'Amérique, un film très marquant pour vous. Vous savez, ceux qui n'ont pas vu le film savent qu'il y a 3 personnages. Un joué par Roger Pierre, qui est un haut fonctionnaire. Sa femme, c'est vous-même, qui est une actrice. Et puis il y a Depardieu qui travaille dans le textile. Et alors ces 3 personnages s'identifient à des acteurs de cinéma. Vous, c'est Jean Marais. Depardieu, c'est Jean Gabin, ce qui paraît plus lié tout de même. Et puis Roger Pierre, c'est Daniel Darieux, voilà. Et c'est pas ça qui apparaît dans cet extrait qu'on va voir, mais vous êtes avec votre mari, justement, joué par Roger Pierre, dans cet extrait de Mon oncle d'Amérique. Mon amant. Et on parlera il est marié amant. avec... Ah oui, votre amant, c'est ça. Voilà. Et alors on va voir ensuite votre expérience de comédienne avec René. Je vous ai aimé jusqu'à l'égarement, j'ai éprouvé pour vous. J'ai éprouvé pour tout vous, tous les degrés, toutes les nuances du malheur et de la passion, même de la passion amoureuse. J'ai voulu mourir, j'ai voulu mourir, j'ai cru mourir, j'ai été... Janine! Passion amoureuse.
Ah, écoute-moi ça. Non, je peux pas. Faut que je m'en aille. Hein? Où vas-tu? J'ai une répétition avec Laugier. Nous reprenons Julie. Tu ne m'en avais jamais parlé. Pourquoi je t'en aurais parlé? Tu m'aurais dit que c'était une connerie, que j'avais 100 fois mieux à faire. Évidemment. Faut jamais reprendre une pièce après une interruption. C'est de la folie. Je me demande pourquoi t'as quitté ta femme. C'est vrai, qu'est-ce que je représente pour toi? Je suis peut-être un peu plus jeune, mieux fringuée peut-être. Ils ont plus à la mode. En fait, c'est ça. Tu trouvais ta femme démodée, provinciale, pas assez femme de ministre. Ben, faut pas compter sur moi pour je les faire valoir. Je te défends de sortir. Et alors tu vas m'expliquer ce que signifie tout ce laïus. D'abord, tu vas me laisser sortir. Non. Non. J'exige de la logique. Tu m'enfermes. Je voudrais vivre seule pendant quelque temps. Je rentrerai pas avant minuit, 1h. D'ici là, t'as largement le temps de rassembler tes affaires et de faire tes valises. Laisse ta clé en bas dans la boîte aux lettres. Merci. C'est dur. Non mais à qui d'autre, quels autres corps de métier on est confronté à se voir tout le temps 30 ans avant? Mais vous étiez comme actrice, ça. vous étiez actrice depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que cette expérience avec René vous a apporté par rapport à... Là, il faudrait expliquer au public que c'est une scène extraordinaire parce que quand on, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu le film, mais elle se force, le personnage se force à une rupture parce que la femme est venue la trouver, jouée par Nelly Borjou, et qui est venue lui dire écoutez, laissez-moi mon mari, laissez-le moi, j'ai un cancer, j'en ai plus que pour quelques mois, alors laissez-le moi, voilà, j'en ai pour peu de temps. Et donc elle provoque cette scène et cette rupture. Et plus tard dans le film, elle se rend compte que c'est une ruse de cette femme. Donc il est revenu vers elle, vers sa femme. Et quand elle comprend ça, elle va le rechercher. Mais il dit non, je la comprends. Enfin bref, elle est complètement... c'est une histoire terrible. Voilà, vous commencez parce que c'était mieux de comprendre cette scène. Mais par rapport à votre passage plus tard, on va en parler à la mise en scène, est-ce que cette expérience avec René a été révélatrice pour vous de certaines choses du travail Mais sûrement. L'expérience, quand René m'a demandé, René, j'avais vu, je n'étais pas une grande cinéphile. Ouais. Je parle de le regard d'un grand cinéphile. Non, mais j'avais quand même vu 5 fois Providence, qui était le film que René a fait avant de faire Mon oncle d'Amérique, 4 ans avant. Donc quand il m'a téléphoné pour me dire voilà, c'est Alain René, j'ai fait comme ce que vous dites tout le monde, quoi. C'est ça, et moi je suis le pape, tout ça. Bon, je n'arrivais pas à croire qu'Alain René m'appelait. Et donc j'ai fait tout le film dans un état de terreur totale. J'avais toujours peur de le décevoir, pas un sentiment d'imposture, mais pas loin, quoi, c'était trop extraordinaire d'être là, qu'il avait dû se tromper. Enfin, c'était pas du tout un... Après, j'ai beaucoup regretté. C'est comme quand on fait des voyages, on dit mais j'aurais dû profiter de tous les moments. Et en fait, j'étais tout le temps dans un état de terreur. J'étais un tas de terreur pendant tout le film. Ça se voit pas, mais enfin, c'était quand même le cas.
Mais, et donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que, en dehors de ça, quand le dernier jour, je suis allée dire au revoir à Alain Resnais, et c'était fini, et il m'a dit, ah bah, vous partez. Et il dit, bon, mais c'est fini pour vous, mais pour moi, le voyage est encore long. Il y a un film, c'est un peu comme un train. Il n'y a que le metteur en scène qui va d'un bout à l'autre jusqu'à la gare terminale. Sinon, il y a des scénaristes qui montent et qui descendent, des techniciens qui montent puis qui descendent, les acteurs montent puis descendent, le monteur reste jusqu'au bout, puis le mixeur, et à la fin, seul le metteur en scène a fait tout le voyage. Et je sens que j'ai eu un pincement là de ce voyage dont j'étais un peu éjectée, de cette gare où je descendais à mon tour avec les acteurs. Et ça a dû être un des points qui ont dû me donner envie. Et puis je dis aussi par rapport à Alain Resnais et l'admiration que j'avais pour lui et l'image qui a été pour moi de maître, un maître, que peut-être si j'avais été plus tard sa compagne, si j'avais été Sabine Azéma par exemple, ou peut-être que ça m'aurait suffi d'être sa muse. Peut-être que je me dis comme a été Delphine Seyrig ou Azéma, enfin quelqu'un qui lit son histoire intime et professionnelle à un grand cinéaste comme lui. Et comme ça n'a pas été le cas, je me suis dit, puisque ce n'est pas le cas, je vais faire comme lui. Non, je ne me le suis jamais dit, comme je le dis ce soir aujourd'hui devant vous, mais je me dis qu'inconsciemment, il y a quelque chose de cette place que j'ai prise, que j'ai voulu prendre absolument inconsciente, parce que j'ai mis du temps, j'ai fait ce film en 80. En 80, voilà. Mais j'ai quand même fait mon premier court-métrage en 84, donc c'était quand même une gestation assez courte. Et voilà. Donc je pense quand même que je dois... Enfin, moi je pense que les choses se sont cristallisées, en tout cas comme ça, autour de Resnais. Peut-être que je l'aurais fait quand même, mais disons que je le lis comme ça dans l'histoire, dans mon histoire. Alors, le film suivant, enfin pas le film suivant, parce que vous avez fait beaucoup de films comme comédienne, mais un autre film que j'ai choisi, c'est Péril dans la demeure. Dans la mesure où d'abord, je pense qu'il y a des rapports qu'on n'a jamais vraiment traités, c'est entre Resnais et Deville, qui sont pour moi des cinéastes ludiques. C'est des gens qui s'amusent aussi avec le cinéma, à expérimenter des choses formelles, etc. Et c'est Péril dans la demeure. Et aussi, Deville est un grand amateur de théâtre. Il allait beaucoup au théâtre. Je pense qu'il a dû vous voir aussi au théâtre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, dans ce film, c'est un extrait où vous êtes donc la femme de Michel Piccoli. Vous êtes un couple de bourgeois. Et c'est d'après un roman de Belletto, Sur la terre comme au ciel. Et vous vivez donc en couple et vous engagez un joueur de guitare pour donner des leçons à votre professeur de guitare, oui, à votre fille. Par Malavoie, et ensuite, oui. Il y a une histoire. C'est Christophe Malavoie qui joue le professeur de guitare, qui va vous séduire. Oui, et que je vais séduire. C'est un peu stendhalien, quoi. Je séduis le professeur de ma fille. Voilà. Oui. Donc on va voir cet extrait, et puis aussi cette expérience de travailler avec Deville, qui devait être très différente. Je sais qu'il était très méticuleux, il préparait les choses oui. presque comme un métronome, mais bon, on va en parler. Donc voyons déjà cette séquence assez frappante aussi. Une sacrée voiture, en effet. Il paraît que la 5e est un peu longue. Un peu longue, c'est vrai. On finit de la passer à 4 pattes sous le vide-poche du passager. Après, il faut s'épousseter et regagner sa place en remerciant le ciel s'il n'y a pas eu de virage. Excusez-moi. Je crois que tu plais beaucoup. Viens par là, on sera mieux. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir reçu la cassette. Méfie-toi, l'air qu'il a n'est pas toujours le bon. J'espère que vous accepterez de nous jouer quelque chose. Désolé, je n'ai pas apporté de ma guitare. Je crois que Viviane a emporté la sienne. À propos, tu as vu qu'elle a ressorti le magnétoscope?
Un cadeau qu'on lui a fait, magnétoscope et caméra, ça l'a amusé 8 jours. T'as vu comme il a de belles mains? On doit avoir peur pour ses mains dans votre profession, non? Oui. Mais on se fait des idées. La guitare, c'est finalement moins dangereux que la voiture ou la moto. Ah, à propos, décidément, j'ai beaucoup d'à propos ce soir. J'ai eu un petit accident aujourd'hui. Un tout petit accident. Un feu rouge, j'étais arrêté. Je me fais emboutir à l'arrière. L'homme, le chauffeur, visiblement un verre dans le nez, descend, va à l'arrière de sa propre voiture et il me crie « Ça va, y a rien !» Tu devrais prendre garde, ma chérie. Tu as eu une journée fatigante. Regarde, ce soir, David est là de ton petit frère. Excusez-nous. De quoi parlions-nous? Ah, l'accident. Voilà. Alors, cette expérience donc différente, mais avec aussi un grand cinéaste, un peu oublié aujourd'hui, mais la Cinémathèque lui a rendu hommage. C'était un très grand succès. Donc, il y a un retour à Deville. Oui. Oui. Mais c'est une histoire très, très, très différent de René. René laissait les acteurs, en fait, très libres dans l'enceinte de ce qu'il avait prévu de faire, alors que Deville, c'est quelqu'un de la contrainte, quoi. Il savait très bien... on disait, ces films étaient presque montés à la fin parce qu'il disait au revoir mon amour. Je dis, pour donner un exemple, au revoir, je serai là demain. Non, seulement dire au revoir, je serai là demain. Déjà, tu fermes la porte et on le fera dans l'autre scène. Je dis non, mais je dis tout d'un coup, ça fait rien. Non, ne dis que au revoir. Alors tu disais au revoir. Après je serai là demain. Enfin, il vous obligeait à être dans une contrainte de montage. Vous ne laissez pas du tout. Alors c'était amusant, mais il fallait aimer cette. Oui, cette contrainte. Oui, je sais pas meilleur mot que cette contrainte. Mais il aimait beaucoup les acteurs et ça avait été un très très grand succès. Et ça, j'avais commencé à éprouver un peu ma manière pas de me mettre en scène, mais dans ce film-là, ou dans Les mots pour le dire aussi, que j'avais fait juste avant ou après, je ne sais plus. Parce que le fait que Piccoli me pousse la tête, c'est moi qui en avais donné l'idée à... Elle pourrait provoquer au moment où il va là. Ah oui, et bon, en l'occurrence, je dis le contraire de la contrainte, parce qu'il avait été d'accord avec cette idée-là. Et donc, je commençais peu à peu à me mettre en scène, enfin, à mettre en scène, disons, moi et mes partenaires, à suggérer des choses. Mais là, voilà, mais juste comme des acteurs peuvent le faire, juste pour enrichir, disons, le chemin dramaturgique proposé, quoi. C'était pas encore, j'avais pas encore dit, tiens, un jour je ferai un film. J'en étais même loin. Alors, enfin, je croyais en être loin. Ce qui est frappant aussi, c'est que ces deux extraits, c'est du studio. Et vous avez les cinéastes de cette génération, pas tous, il y a des gens qui tournaient en décor naturel, mais ils tournaient beaucoup en studio, Rennais en particulier, Deville. Celui-là, non. Non. C'était dans une maison à Ville-d'Avray. Ah bon, c'est pas le studio. Encore, ouais. Mais vous avez choisi, vous, au contraire, dans vos films, de tourner en décor naturel, même aménagé parfois, mais toujours décor naturel et pas le studio. C'est vrai. Je suis pas très très à l'aise en studio. Pourtant, il y a des gens qui disent qu'on ne fait vraiment du cinéma qu'en studio, mais non. Moi, j'avais besoin de m'appuyer sur des choses naturelles. Je suis pas très très à l'aise dans. Alors un an des questions avant... Non, sur le studio, non. Mais oui, pardon. Non, continue. Non, je préfère être dans une matière palpable, vraie, avec des fenêtres, des huisseries,
voilà, le décor naturel, quoi. Alors, un an avant, vous aviez tourné aussi un autre téléfilm très, très réussi que peu de gens connaissent, qui sont Les Capricieux, avec Deville aussi. Mais en même temps, Mais j'aimerais bien le retrouver, d'ailleurs. Excusez-nous, on parle. Non, j'aimerais bien le retrouver, ce téléfilm. Voilà. Et alors, la même année de ce téléfilm, je crois que c'est à peu près la même année, vous tournez un premier court-métrage, 15 août, où vous filmez votre fils. Oui. Voilà, donc Pierre Rochefort, qui était le fils que vous avez eu avec Jean Rochefort. Oui. Et donc, c'est une première tentative de mise en scène. Qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas et à devenir autre chose, à devenir réalisatrice? Mais c'est pour dire encore tout ce qui est, on le sait bien, tout ce qui est d'inconscient en nous et qui émerge, dont le conscient émerge plus tard, c'est que je me souviens que j'avais loué une maison sur l'Atlantique, je vais essayer d'être rapide, et on m'avait envoyé les photos de cette maison. Et je les avais étalées sur une table et je m'étais dit, je vais filmer mon petit garçon dans cette maison. J'étais à une époque un peu compliquée où j'étais justement en train de rompre avec le père de ce petit garçon. Donc voilà, comme les périodes de rupture, on est un peu plus fragile. Et je me dis, et puis au retour, je mettrai des lettres de son père disant, voilà, c'est le premier été que nous ne passerons pas ensemble. Enfin, et puis j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, mais bon, tu vas faire ça, puis tu vas mettre sur une étagère. Pourquoi tu n'essaies pas plutôt d'écrire une petite histoire? Si tu veux, je t'aide. Un ami qui s'appelle Philippe Leguet, qui est devenu puis cinéaste et qui était à l'époque scénariste. Et donc, on a écrit une histoire très rapidement. J'ai eu quelques subsides de France 2. Et dans cette maison, j'ai tourné, en appelant d'ailleurs... bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Mais j'ai tourné. Et je me suis dit, voilà, je sais ce que c'est que tourner. On dit moteur, on dit coupé, on parle. Voilà, ça m'avait plu, mais très moyennement. Je n'avais pas du tout senti aucune révélation, mon histoire n'allait pas aller de ce côté-là. Et puis quand même, comme j'avais reçu un peu d'argent, on m'a dit, maintenant, il faut le monter. Il faut monter ça maintenant. Il faut que ce soit un film. Il faut qu'on puisse le donner aux gens qui ont donné un petit financement pour ça. Et c'est là, dans la salle de montage, que m'est venue la révélation de ce qu'est le cinéma, pas en tant qu'actrice, mais en tant que cinéaste, cette écriture qui est débarrassée du texte, du scénario, cet entrechoc des images. Il n'y a pas le même sens qui se dégage. Si on met deux images côte à côte, il y a un sens. Si on la met plus loin, il y a un autre sens qui arrive. Enfin, cette écriture, quoi, une vraie écriture. Et c'est ce que j'attendais, sûrement. C'est moi ce que j'attendais, et c'est arrivé à ce moment-là. Et voilà, j'ai eu que de cesse à ce moment-là d'écrire. Je joue beaucoup au théâtre à ce moment-là. Et j'ai commencé à écrire un week-end sur 2, avec un scénariste que j'ai rencontré à ce moment-là, Jacques Fieschi, qui me suivait dans ma tournée théâtrale, et on écrivait dans les chambres d'hôtel voilà, le film, dont on va voir quelques extraits. Voilà, non ? Absolument. Mais avant de passer cet extrait d'un week-end sur 2, ce qui est frappant, c'est l'extraordinaire évolution du cinéma français avec les réalisatrices. C'est le pays au monde où il y a le plus de réalisatrices, je pense, et en particulier de réalisatrices comédiennes. C'est pas toutes de la même génération, mais je pense à Tony Marshall, Noémie Lvovsky, Agnès Jaoui, Valéria Bruni-Tedeschi, Sophie Marceau, Valérie Lemercier, Zabou Bretman, Isil Lebesco. Vous êtes extrêmement nombreuses de comédiennes. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple dans le monde d'autant de comédiennes. C'est moi qui ai lancé tout ça. Oui, c'est vous qui avez lancé, oui. Bien sûr. Ben oui. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais contrairement à mes consoeurs, je suis la seule qui ne joue pas dans ces films. Ah voilà. Là, vous ne l'avez pas noté, ça. C'était ma question. Ah si. Vous n'avez jamais joué dans les films que vous dirigiez. Non. Et vous n'êtes pas prêt de le faire. Moi, c'est le prochain, c'est dommage parce que j'ai donné justement et dans Week-end sur 2 et dans Place Vendôme à Nathalie Baye, à Catherine Deneuve, des rôles qui étaient, j'aurais pu dire, écrits pour moi. Et pour moi, c'est tellement une autre énergie, quoi. C'est une énergie d'être actrice, celle de metteur en scène. C'est tellement, pour moi, à l'opposé. Être actrice, je sais pas, il faut être enfermé dans sa bulle, il faut rêver son personnage, être un peu indifférent à tout ce qu'il y a autour de soi, voilà, être prête à cette bascule étrange qu'on appelle le jeu. Alors que cinéaste, il faut avoir un regard synoptique sur tout, voir les places, voilà, je sais qu'il y en a qui le font, il y a des grands exemples, hein, et même
Même pas que chez les actrices, les grands exemples, hein, par exemple. Charlie Chaplin, Orson Welles, Clint Eastwood. Allez, continue la liste. Bien sûr, Woody Allen. Woody Allen. Ouais. Oui. Et d'autres. Et Paul d'autres. Newman. Paul Newman, Robert Redford. Oui, mais c'est des hommes. Des hommes. Il n'y a pas tellement de femmes. Enfin, Non. mais est-ce que le fait c'est moi. d'être devenue réalisatrice, est-ce que ça a changé votre façon de choisir des rôles ensuite dont vous n'êtes pas la réalisatrice, puisque vous ne tournez jamais dans vos films. Mais est-ce que le fait d'avoir une activité à plein temps de réalisatrice, tout en continuant à être actrice pour d'autres, est-ce que ça a changé votre attitude dans le choix des rôles, vous donnez plus de liberté dans les choix des rôles, puisque vous saviez que vous aviez cette activité? Il y a deux choses. Dans le choix des rôles, c'est vrai que tout d'un coup, j'étais un peu dévorée, je le suis toujours d'ailleurs, je suis dévorée par ma vie de metteur en scène. Parce que ça prend beaucoup de temps. Un grand rôle d'actrice au cinéma te donne 8 semaines. Un film, c'est 2 ans. Donc tout change. Ta vie change, ton calendrier change. La vie d'une actrice est beaucoup plus... Je connais mes amies actrices, je peux comparer. Non, est beaucoup plus douce, quoi. On tourne et puis on est en semi-vacances ou semi-chômage. Donc on s'angoisse, d'accord, mais quand même, c'est une vie plus... Enfin, il y a moins ce labeur, quoi, de plusieurs années sur un seul objet qui va être le film, quoi, entre l'écriture, la mise en production, le tournage, le montage, la promotion. Enfin, c'est un très 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 long chemin. Donc de ce fait, je pense que j'aurais eu une carrière d'actrice plus brillante, sûrement, si je n'avais pas été devenue cinéaste. Donc Mais ça n'a jamais été un regret pour moi. Même si mon agent m'avait dit ça quand j'ai dit je vais faire un premier film, il m'avait dit vous vous rendez compte du risque que vous prenez, parce qu'à l'époque c'était quand même, quand on est une actrice populaire, tout ça, on prend un risque, les gens ne savaient pas très bien, c'était pas aussi, disons, banalisé que ça l'est maintenant. Et donc je sais plus ce que vous me posez comme question. J'ai perdu le fil. Non, c'était sur le choix des rôles. Ah oui, mais moi je trouve alors, en revanche, que je suis, même quand je joue, je trouve que je suis de mieux en mieux. Je suis une actrice qui s'est devenue meilleure qu'avant, parce que, comme souvent dans la vie, quand on a un autre front qui vous importe beaucoup, comme le metteur en scène, je suis plus décontractée, j'ai moins cette angoisse, justement, que j'avais dans le film d'Alain Resnais, où j'ai moins peur, je suis plus... Voilà, ça marchera pas. Enfin, je me sens plus libre. Et dès qu'on est plus libre, en tout cas dans l'art, on est bien meilleur. Alors, donc ce premier film que vous réalisez il y a 30 ans, Un week-end sur 2, votre premier des 9 films, puisqu'on va voir bientôt votre 9e film. Donc c'est un sujet, d'abord, c'est Nathalie Baye qui joue une comédienne, quelque chose d'un peu personnel. C'est aussi le problème des familles disjointes, puisqu'elle a ses enfants, et tous les week-ends, un week-end sur 2, elle doit récupérer ses enfants. C'est une mauvaise mère. Enfin, c'est une mauvaise mère. Le père des enfants dit d'elle que c'est une mauvaise mère parce qu'elle l'a quittée. Donc, c'est le père qui a la garde des enfants. Et elle, c'est une actrice, ça commence à pas très bien marcher pour elle. La première scène, son agent lui enlève son carnet de chèques, parce qu'elle fait des chèques où il n'y a aucune provision. Et elle commence à faire des galas pour le Rotary Club à Vichy, enfin, des choses comme ça, très, très périphériques. Voilà. Et puis, elle a ses enfants ce week-end-là et elle ne va pas vouloir les rendre le lundi matin. Ils sont dans un hôtel, elle avec ses 2 enfants. Donc on va voir une courte scène de ce film, justement, qui est donc encore une fois sur les familles disjointes que vous abordez dans ce film. Ce premier film qui peut-être il y a toujours des choses autobiographiques. Votre cinéma n'est pas autobiographique, mais il y a des éléments autobiographiques. Vous avez dit un jour que Catherine Deneuve dans Place Vendôme était le personnage où vous avez mis le plus de secrets personnels. C'est vrai, oui. Voilà. Alors, voici déjà pour l'instant Un week-end sur 2. Je le mets là, le matelas du petit. Non plus près du lit. On va voir le minéral. Oui, en bas. Mais elle est potable, l'eau. Il n'y a pas de drap ici. Je vais en demander. C'est moi qui suis ici. Mais non, c'est pas moche. Et pourquoi on n'a pas pris la voiture?
que j'ai plus d'argent. J'ai laissé plus de 2000 francs à l'agence. Mais c'était la caution, il fallait la reprendre. Arrête de raisonner, tu dis n'importe quoi. Je leur devais cet argent. Comment on va aller à Perpignan? À Perpignan? Par le train? Papa, on a assez d'argent pour les billets. Oui, bien sûr. Où est mon sac? Mais Vincent, aide-moi, t'as pas vu mon sac? Excusez-moi, j'ai dû oublier mon sac ici tout à l'heure. Vous l'avez trouvé? Oh non, un sac comment? Un sac en cuir marron avec une anse, il doit être là? Je vois rien. Vous êtes sûr que vous l'avez pas laissé dans le car? Mais non! Excusez-moi, vous n'avez pas vu un sac marron? Non, madame. Mais il était là! Mais il était là il y a 5 minutes! Mais c'est quand même pas croyable! Ou alors quelqu'un l'a pris, il y a des passages ici! Pourquoi tu fais des histoires partout? Écoute Vincent, je suis peut-être pas la mère que tu voulais. Moi je suis une mère qui perd son sac et qui ment quand elle sait plus quoi faire. C'est comme ça que je suis Vincent. Si je vous fais honte, débrouillez-vous sans moi. C'est le grand lit. Arrête, c'est le grand lit. Arrête, arrête. Vous prenez pas votre sac? Mon fils dit que vous êtes actrice, c'est vrai? Bon, si l'hôtel Pax, c'est peut-être pas tellement le bon mot pour cette situation. Alors, Pax Hotel à Palavas-les-Flots. pour ce qui Et je pense tout le temps que je vois son premier film, je l'ai fait avec un grand chef opérateur qui avait William Lubchansky, qui est un opérateur de Godard et de beaucoup d'autres. Et j'avais écrit dans un journal de cinéma, donc il avait été pour moi comme l'hippopotame qui vous fait traverser la rivière, quoi. C'est quelqu'un qui avait le goût du premier film, qui aime bien qu'on lui parle sans numéro de focal, ni rien, en disant je veux la voir comme ça, après je veux la voir plus grande. Tu vois. Et c'était quand même quelqu'un à qui je dois beaucoup, parce qu'il m'avait beaucoup initié dans ce film. Voilà. Je pense à lui. Alors, cette séquence, moi, ce qui me frappe, c'est le mouvement, parce que c'est le mouvement qui caractérise au film. On va voir d'autres extraits, et des personnages en mouvement. Ça tombe bien, le cinéma, c'est l'art du mouvement. Mais il y a des gens qui ne font pas du tout du cinéma de mouvement. Chez vous, c'est très important. Je voudrais savoir si ce genre de déplacement, par exemple, dans l'espace, dans cette séquence, c'est des choses que vous anticipez au moment de l'écriture, et peut-être même le jour du tournage. En tant qu'actrice, est-ce que vous vous mettez dans une situation qui vous permet d'imaginer à ce moment-là les mouvements de caméra, etc., de la scène? Ouais, c'est une très bonne question. Non, mais c'est une question parce que non, c'est une très bonne question parce que ça me fait dire à moi-même en fait une vérité, c'est que je crois que la mise en scène, là en l'occurrence que je voyais, c'était comme c'est la plus grande passerelle, la seule passerelle entre être actrice et être metteur en scène. C'est-à-dire, les scènes, pour trouver la mise en scène, je les joue. Je joue dans les décors toute seule, à peu près tous les rôles, les enfants là et c'est la dynamique du jeu qui me met dans la dynamique de la mise en scène. Et après, voilà, après on voit comment on place la caméra et tout ça, mais que l'essentiel m'est donné par le jeu, parce que je trouve de juste dans la dramaturgie et ce qu'elle implique comme mouvement, comme moteur, comme jeu. Donc, préparer un film, pour moi, c'est ça. Mais je crois que c'est déjà vrai à l'écriture. C'est déjà vrai à l'écriture. J'imagine que là, j'ai dû... Bon, c'est normal, elle avait perdu son sac. Alors, je perds souvent mon sac. Je sais que quand on perd son sac, on se met à chercher partout, on s'affole, on on a peur de la perte. Voilà, ça crée chez elle un état d'anxiété, elle aussi, la difficulté où elle est à ce moment-là de sa vie, quoi. Elle n'a plus d'argent, elle est dans un petit hôtel, Pax Hotel à Palavas, avec ses 2 enfants. Elle est en fuite. Elle est en fuite par rapport à l'heure où elle devait rendre ses enfants. Donc, le sac est un symptôme, mais bon. Et donc, ça ne peut se jouer que dans un mouvement, une panique, avec cet enfant qui la juge de plus en plus et qui va la trahir à la fin et rappeler le père, alors que elle va l'emmener en Espagne. Bon, bref. Vous avez vu ce film?
J'entends comme murmure, là. Mais la famille, c'est un thème très important chez vous. On va voir le film suivant. On ne va pas voir d'extrait, mais le film suivant, votre second film, c'est Le Fils préféré, où cette fois-ci, c'est les personnages masculins qui dominent. 3 frères. C'est un film que je présente ce soir, ça. Vous présentez ce soir, mais pour le public aujourd'hui. Voilà. C'est 3 frères d'un père émigré italien. Bon, là, vous êtes émigré espagnol en Algérie. D'ailleurs, dans ce film, il se dirige vers l'Espagne. Nathalie Baye se dirige vers l'Espagne, donc c'est le pays d'origine. Mais la famille est quelque chose qui est récurrent, de même que l'argent. Là, elle perd son sac, c'est aussi la perte de moyens de vivre, etc. Le fils préféré, c'est aussi toute une magouille de l'assurance vie qu'il prend sur son frère. Même dans Place Vendôme, donc on va voir un extrait, c'est aussi l'argent qui joue un rôle important. Donc c'est ces 2 thèmes, la famille et l'argent, qui sont visiblement très personnels. C'est des expériences d'Algérie, de votre enfance. Parce que l'enfance, c'est tout de même très marquant. Oui, et puis c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'argent, parce que je trouve que... Enfin, oui, c'est vrai que l'argent raconte le rapport à l'argent dans le cinéma, où j'aime bien les choses qui sont concrètes et où on voit les personnages, c'est leur action qui les fait, qu'on les devine, qu'on s'attache à eux, qu'on les déteste. Enfin, je crois que le rapport à l'argent est quelque chose qui raconte beaucoup quelqu'un et qui est un moteur, un symptôme. C'est vrai que dans Le Fils préféré, c'est vrai, c'est quelqu'un ça devrait marcher pour lui. Or, il se met tout le temps dans des situations épouvantables. Il est en situation bancaire. Enfin, rien ne marche, quoi. Et pourquoi quelque chose ne marche pas à ce point-là ? Pourquoi il se refuse la réussite à ce point-là ? Je ne sais pas s'il y a des analystes dans la salle, mais bon, c'est il y a quelque chose qui est secret, qu'il sait sans le savoir, et qui l'empêche d'avoir d'être tranquille. Donc, il se met dans des situations d'intranquillité qui sont dues à ce secret. Mais vous parlez de quel autre film par rapport, oui, beaucoup par rapport à l'argent. Oui, j'aime parler. Oui, je trouve que ça peut embrouiller ce que je dis là. Mais c'est une relation qui m'intéresse parce que j'y vois beaucoup un symptôme et des choses qui disent de manière très claire et très concise, un rapport des gens au monde qui passe par l'argent. Voilà, ça c'est mieux dit. Un rapport des gens au monde qui passe par l'argent et qui dit beaucoup de choses sur ce qu'ils se cachent presque à eux-mêmes. Mais c'est vrai dans la vie. Dans la vie, les rapports des gens avec l'argent disent beaucoup, beaucoup sur eux, même surtout quand ils se défendent d'avoir aucun problème avec l'argent. Et puis après, mais c'est vrai que dans ma famille, ça a dû compter. Mon père était commerçant. Il y avait une droguerie, quincaillerie à Oran. Et voilà, c'était mon père. Bref. Qui ne voyait plus ses frères, je crois. Ah voilà. Mais vous savez tant de choses. Oui, mais je voulais en savoir plus. Non. Ben peut-être parce qu'en fait, oui, Le Fils préféré m'a été très, très, très largement inspiré par la fratrie de mon père, qui avait 2 frères. Ils étaient fâchés. Donc, je n'ai jamais connu ses oncles. Et ils avaient tous les 3 des drogueries, quincailleries sous les arcades à Oran, qui étaient des arcades. Et j'ai passé depuis le collège au lycée, je passais devant ces magasins très longtemps sans savoir que je passais devant Ils étaient fâchés. Et comme on m'a rien dit de cette fâcherie très longtemps, on m'a rien dit d'ailleurs, on m'a jamais rien dit. Il y avait une sorte d'omerta sur tellement de choses dans mon enfance, mais on ne m'avait rien dit. Sauf que voilà, et quand on me dit quelque chose, je dis à cause de quoi ils sont fâchés, des problèmes d'argent. Voilà, c'est la seule chose qu'on m'a dite, et je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses derrière. Et voilà, et un jour, quand j'étais petite, on n'avait pas le téléphone chez nous, j'avais 7-8 ans, et il fallait que je téléphone à une tante qui habitait un peu dans la banlieue, et j'avais l'argent pour téléphoner, et donc je suis rentrée dans une de ces boutiques, et c'était un peu comme dans Le Parrain. La dame qui était à la caisse m'a vu rentrer comme si j'étais une sorte d'émissaire envoyé par la bande rivale. Et j'ai vu son regard, son étonnement. Alors j'ai appelé, je lui ai dit combien je vous dois. Elle m'a dit rien. Et je suis ressortie
Et ma mère m'a dit, tu vas aller là, mais il fallait pas aller là. Comme on m'avait rien dit sur rien, je ne savais pas. Intéressant comme souvenir d'enfance. Alors ce qui me frappe aussi dans vos films, c'est que c'est des films sombres. Vous aimez mettre vos personnages en danger. Certains même sont borderline, comme dans le dernier film qu'on a vu, bien sûr avec Marion Cotillard. Mal de Pierre, c'est un personnage borderline. Donc vos personnages sont toujours dans une forme de détresse. On va le voir dans le prochain extrait avec Catherine Deneuve dans Place Vendôme. Mais en même temps, vos films ne donnent pas dans le pessimisme radical. Je pensais à cette phrase de Gramsci, le grand philosophe italien marxiste, qui disait, il parlait du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté. Il me semble que votre cinéma, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un pessimisme de la raison, parce que vous êtes lucide par rapport à l'être humain, mais vous ne sombrez pas dans le désespoir, parce qu'il y a toujours cette volonté, malgré tout, d'aller tout de même vers une forme de survie. Ce qui va s'illustrer dans Place Vendôme, où on voit quelqu'un qui touche le fond et qui va pouvoir être régénéré. Vous devriez écrire sur le cinéma. Non, mais c'est vrai, oui, je ne dirais pas optimisme de la volonté, mais je dirais en tout cas qu'il y a des ombres. Il y a des ombres, pas celles dont je parlais tout à l'heure, mais il y a des ombres. Et peut-être ce pessimisme, enfin, si on le disait en termes plus impressionnistes que philosophiques. Mais il y a en même temps un élan. Il y a un élan de vie, une force de vie, un allant, disons plus qu'un élan, un allant qui vient... non pas combattre, mais se mettre à côté d'une mélancolie. Ou enfin, c'est vrai, en tout cas, souvent d'un féminin très... oui, là, en l'occurrence, on va le voir avec eux. Mais très fragile, quoi, de ce qu'on appelle maintenant le borderline, mais qui n'est pas pathologique. Il y a... dans les héroïnes il y a toujours une raison qui a fait chavirer, voilà. Il y a toujours une raison qui a occasionné la chute. Après, on parlera de la chute. Hein. Bien sûr. Alors, le fils préféré, un truc sur la chute. Le fils préféré, il n'y a pas d'extrait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réalisatrices qui concentrent tout sur les personnages féminins. Vous alternez, comme après un week-end sur deux qui était vraiment un portrait de femme. Là, vous faites le portrait de 3 hommes et de leur père, hein, donc de 4 hommes, au regard sur l'homme dans ce deuxième film. Et puis vous reviendrez sur des personnages masculins, puis sur des personnages féminins. Il y a une alternance. Mais visiblement, les hommes vous intéressent aussi. Vous n'êtes pas simplement une réalisatrice qui ne parle que des femmes. Beaucoup. Alors on va voir l'extrait de Place Vendôme, donc le film, votre 3e film, qui va valoir à Catherine Deneuve le Grand Prix d'interprétation à Venise, donc dans ce milieu de la joaillerie de la place Vendôme. Une scène avec François Berléand et Catherine Deneuve. Je t'attendais plus tôt. Ça, Marianne. Fouille-moi. T'avais un dîner? Non, j'étais au bureau. Je travaille. Enfin, j'essaie. Je colmate, tu comprends? Je vois que tu as... À peine. Tu veux un verre? Non. Tu m'as pas tout dit. Je ne te dis rien. De quoi tu veux qu'on parle? Des chambres du Ritz? J'y étais aujourd'hui. J'ai vu un jeune homme, très blond, très con, qui doit garder sa chambre. Petite chambre. Hein. Eh oui, je me restreins. Non, mais attends, tu veux pas que je prenne un figurant en costume de location pour un mec qui peut aligner 3 millions de dollars? Quoi? Tu as besoin d'argent? Voilà. Tu l'aimes, l'argent. Tu n'as pas épousé le petit notaire de ton patelin en Bourgogne. Et ton naufrage, c'est le plus cher de Paris. Bon, sous ou sobre, tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Oh, mais lâche-moi. Je ne vais pas regarder sous les lattes de ton plancher. Ces pierres, tu ne t'y accroches pas, tu les rends. Elles ne sont pas à toi, elles ne sont pas à nous. Mais c'est toi qui les cherches.
On te les réclame? Qui? Qui? Pas une personne, peu importe qui. T'as peur? Tu n'as pas vu. Pas ça. C'est plus grave que tu ne crois, Marianne. Un engagement a été pris par Vincent. Ne me parle pas de Vincent. À toi, il n'a rien dit, même pas pour la taille. Mais parce qu'il s'est perdu. Il a voulu naviguer seul. Nous avions pris des accords. Ah, vous. Oui, comme ça arrive. Avec des gens que tu ne connais pas, qui ne te disent rien. Qui s'infiltrent, comme il y en a partout quand ça va mal. Et puis, le doute, leur mort, je ne sais pas, il a hésité, il s'est dérobé, c'est de ça qu'il est mort. D'après toi, ces pierres, elles appartiennent à ces gens. Présente-les-moi. Mais qu'est-ce que tu veux te prouver? Tu n'es pas seul. Jean-Pierre, vous partez? J'ai mangé le dessert. Ça va? Je vous appelle. Voilà. Super. Alors, ce qui me frappe, c'est la chorégraphie, encore dans cette séquence, c'est-à-dire tous les déplacements qui sont... Alors, je crois que vous êtes, si je n'ai jamais assisté à vos tournages, mais à mon avis, vous êtes entre Deville et Rivette. C'est-à-dire, Rivette, c'est faites ce que vous voulez, c'est les acteurs qui font le film, et Deville, c'est au métronome, pratiquement, il mesure chaque pas, il ne faut jamais faire un pas de plus, une seconde de plus. Est-ce que vous faites des suggestions ou est-ce que vous êtes très directive? Très directive. Vous êtes très directive. Oui, très directive. Enfin, mais vous ne laissez pas les comédiens... Non, ce qu'on disait tout à l'heure, quand je décide de la mise en scène, voilà, après j'ai des acteurs, voilà, je leur donne... je serais très troublée si je leur donne le dessin voilà, qu'ils doivent... voilà, je leur donne le dessin de la scène. Mais il y a une phrase très très drôle de... Je sais pas, il y a quels sont les deux grands cinéastes qui sont comme ça, qui sont comme moi? Woody Allen et le cinéaste égyptien. Chahine. Voilà, Youssef Chahine, merci. Youssef Chahine. Et donc il disait ça dans un livre de cinéma. Et Woody Allen, une actrice lui disait, elle lui indiquait le dessin de la scène, justement, d'aller de là à là, de s'asseoir, de se relever, tout ça. Elle lui dit, mais j'aimerais bien là, aller là, puis aller prendre une pomme là-bas. Elle lui dit, si tu veux, mais tu sors du cadre. Donc voilà, c'est... Et puis il y a d'autres cinéastes, au contraire, qui disent aux acteurs, Téchiné, je crois, enfin, parmi les gens que je connais un peu, ben voilà, montrez-moi, essayez, faites des choses, et puis ils les regardent, et à partir de ce qui est proposé, ils font leur mise en place et mise en scène. Mais je ne fais pas partie de... Je suis du côté de Youssef Chahine et de Woody Allen. C'est comme ça. Et comment ça se passe au niveau du scénario? Parce que vous l'avez dit, vous avez 9 films, tous écrits avec Jacques Fieschi. Comment ça se passe, la collaboration? Est-ce que, par exemple, aussi, les mouvements de caméra ou le déplacement des comédiens est prévu aussi au niveau du scénario? Non, ça se passe... Ça, c'est après, c'est un autre travail. On écrit un scénario et après, quand le film est produit, et quand le film a déjà un décorateur, quand on cherche des décors, quand on passe à l'étape de repérage, et quand on a les décors, là, je vais souvent toute seule dans les décors, je travaille, et c'est là que on parle de cette mise en scène. Mais dans le travail de l'écrit, non, c'est l'histoire, c'est le récit, c'est la définition des personnages. Mais en même temps, c'est vrai que quand on écrit profondément une scène, c'est Claude Sautet qui le disait, dans la scène elle-même, il est induit des mouvements, il est induit des choses. Pour revenir à cette scène, par exemple, avec Catherine, ou même tout à l'heure avec Talibaï, l'écriture même de la scène induit un mouvement, une panique, une fièvre. Donc on y pense dès l'écriture. Alors pour Jacques Fieschi, c'est vrai, j'ai écrit avec lui, c'est quelqu'un, Jacques Fieschi, en qui j'ai confiance. Voilà. Quand on me dit mais pourquoi? Quand on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même genre de vie. C'est un ami
bien que ce soit très difficile de rester profondément amis quand on travaille, parfois on a des heures, parce que c'est difficile, c'est vrai, mais il m'a appris à écrire, il a écrit avant moi avec Sautet, il avait fait Police avec Piala, et maintenant il travaille aussi avec Giannoli de temps en temps, mais j'ai confiance en lui, j'ai confiance, on va dire que c'est presque, on a presque des inconscients qui communiquent plus que... Et pourtant, j'aimerais bien parfois sortir de cette dépendance, parce que c'en est une, et il en abuse parfois. Je tiens à le dire, parce qu'il est dans la salle, donc c'est dommage que ce ne soit pas dans la salle. Comme ça, je lui dirais parfois de... C'est vrai, il abuse, mais parce que c'est comme un homme qui abuse, quoi. Les hommes abusent. On va pas commencer sur les hommes aujourd'hui, non. Mais de leur pouvoir. Et parce que voilà, il sait bien que... Parce que j'ai essayé de... Quand j'ai fait un Mal de Pierre, c'est un roman. Parce que toutes les idées sont venues de moi. Sauf ce tout dernier film que je suis en train de monter. dont l'idée est venue de lui. C'est pour ça que c'est tellement difficile d'ailleurs. Mais sinon, l'idée vient de moi. Et donc, je me fais comme une petite pelote de scénarios, de personnages. Et quand j'ai ça, je viens le voir. Et voilà, je voudrais raconter ça. Et ensemble. Et puis, c'est comme si c'est quelqu'un, il y a une sorte de maïotique, quoi. Donc, il m'accouche de moi-même, il m'accouche de ce que je veux, il pose des questions, et peu à peu, voilà, une histoire arrive, se compose, et on a adapté 2 fois des livres, donc L'Adversaire d'Emmanuel Carrère et Mal de Pierre de Milena Agus. Et Milena Agus, il m'a dit non, ça me plaît pas ce livre, fais-le toute seule. Bon. Donc j'étais sans lui, quoi. J'avais enfin... J'étais sortie de cette dépendance et je suis allée voir deux très bons scénaristes. Je suis allée jusqu'à un certain point avec eux et puis il y a eu une impasse, quoi, une impasse. Et j'étais avec toutes ces feuilles, j'avais tout ça quand même décrit, mais on n'arrivait pas à aboutir. C'était une espèce de roman fleuve, Mal de Pierre. Et Jacques a lu tout ça et il a dit maintenant ça m'intéresse. Et il a fait cette réduction de sauce qui permettait que ce soit non pas une saga, une série, mais un film. Mais par exemple, maintenant, il nie avoir lu tout ça que j'avais fait, quoi. Il dit que c'est lui qui a tout fait. C'est son truc, quoi. C'est ça l'abus de pouvoir. Alors, le film suivant, ça arrive assez souvent chez les artistes, c'est de faire un film qui n'est pas non pas contre le film précédent, mais qui s'en démarque. C'est-à-dire que là, vous aviez Catherine Deneuve dans le rôle principal, une femme en détresse, une femme qui coule. Et là, c'est un homme, c'est Daniel Auteuil, c'est l'adaptation du récit, qui n'est pas un roman, puisque c'est une histoire vraie de roman. Un essai, de Emmanuel Carrère, oui. Oui, un essai. Non-fiction novel, comme dit Truman Capote, comme de sang-froid. C'est-à-dire une sorte de récit non-fictionnel, mais qui est basé sur la... Comment on dit non-fiction ? Non-fiction novel, le roman non-fictionnel. C'est-à-dire, ça ressemble à un roman, mais ce n'est pas de la fiction, parce que c'est inspiré par des histoires vraies, qui est l'histoire de Roman, qui pendant 20 ans a fait croire à sa famille qu'il travaillait dans une organisation, etc., et qui finalement a tué son père, sa mère, sa femme, ses enfants, etc. Donc vous avez adapté ce livre de Carrère avec Daniel Auteuil. Donc c'est un portrait d'homme également, d'un malaise existentiel profond, de cet homme qui est conduit à commettre cet acte terrible. Donc on va voir un extrait de L'Adversaire. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc? Dis-moi ce qu'il y a. J'ai eu un accident. Un accident? Et où? Dis-moi. C'est un type qui s'est rabattu sur moi. J'ai touché un rail de sécurité. Mais j'ai été éjecté dans le choc. La voiture a fait 3 tonneaux. Mais elle est là, la voiture? C'était une voiture de fonction. On m'a emmené en hélicoptère à l'hôpital de Lausanne. Voilà. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Quand je suis tombé, j'ai perdu mon boîtier. Mais ils t'ont soigné à l'hôpital, tu saignes. Ben, ça dure, mais c'est rien. T'es repassé prendre ta voiture à l'OMS? Oui. Il y aurait des griffures. Ou alors, peut-être que t'es tombé sur les gravillons. Peut-être c'est le pare-brise qui a éclaté.
Mais de l'alcool. Vincent. Dépêche-toi. Alice? Dépêchez-vous les enfants, on va être tard. Il n'est pas malade comme ça encore? Non, il se repose. Emeline, tu les prends, je reviens. Non, ne vous énervez pas. Faites attention. J'y vais. Tu m'as pas fait le chèque pour le trimestre de la cantine? Demain. Non, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'était, par exemple, dans l'histoire extraordinaire, incroyable de Jean-Claude Roman, Jean-Marc Faure, on avait appelé Jean-Marc Faure dans le film, mais non, puisqu'on parlait de l'argent, c'est vrai que là, c'est le moment du film où de son histoire, où c'est l'extrême exposition dans laquelle le met l'absence, il n'a plus d'argent, quoi. Ce mensonge qu'il a fait tenir, lui aussi a besoin d'argent. C'est une construction qui a besoin de l'argent pour tenir. Sans argent, ce mensonge, il n'arrive plus à le maintenir, quoi. Et c'est ça qui va l'amener au crime de sang. Il me semble que ce qui vous intéresse, enfin, qui vous touche chez l'homme, chez vos personnages masculins, c'est leur fragilité, c'est leur, c'est ce que je vois, en tout leur cas. faiblesse, parfois même leur détresse. C'est-à-dire qu'il y a un regard, finalement, qui ne juge pas les gens, et en particulier les hommes, ce qui est une chose assez rare, finalement. Oui, peut-être, oui, c'est vrai qu'il ne juge pas, en tout cas, qu'il cherche à comprendre comment c'est fait, et comment dans une même personnalité peut, comme on l'est tous, quoi, toutes les contradictions qu'on porte de cette fragilité et d'une force qui est parfois apparente, parfois pas, parfois réelle, mais aussi la faille chez chacun, qui existe chez chacun. Voilà, plus ou moins béante, plus ou moins maquillée, et c'est celle que j'ai dû sentir sûrement, puisque toutes les filles pensent à leur père, que j'ai dû sentir chez mon père. Peut-être cette faille que je n'en finis pas de raconter chez les hommes, elle vient de lui. On arrête maintenant avec les choses. Non, mais c'est vrai, c'est sûrement ça. Ça. Et puis même par rapport à l'argent, mon père avait dû, même s'il me parlait très peu, parce qu'il était assez... Oui, enfin, il y avait une place difficile dans ma famille, mais peut-être qu'il était... que quelque chose de lui m'a traversé sans les mots, c'est-à-dire c'est là où ça traverse le plus fort que l'argent, lui, c'était ça qui pouvait nous tenir, quoi. Qu'il fallait pas s'exposer au manque d'argent. Et c'est vrai, les personnages dont vous parlez, quand je les expose au manque, comme dans mon premier film, c'est vrai que c'est là où ils sont au bord d'un précipice. Il faut éviter ce bord de précipice.
Je me rappelle qu'il y avait une déclaration il y a très longtemps, au début, où vous disiez il faut avoir la force des hommes pour marcher dans leurs pas, pour devenir metteur en scène. Il faut avoir la force des hommes. Et en même temps, c'est la faiblesse des hommes qui finalement vous intéresse. J'ai dit ça, moi. Et vous touche. La force des hommes. Peut-être ça a été mal retranscrit. Non. Il faut avoir la force des hommes pour marcher dans leurs pas. Oui. Ben, pour devenir metteur en scène, puisque c'était une époque où c'était essentiellement un métier masculin. C'est sûr. Oui, quelqu'un avait dit, c'est pas moi qui l'ai dit, il faut arracher le cinéma aux mains des hommes. C'est vrai, c'est pareil, quoi. Mais oui, mais après, quand je m'occupe de l'homme plus en particulier, plus intime, c'est comme ça qu'il m'émeut, quoi, dans cette cette fragilité. Et peut-être que les hommes forts ou réputés tels me font peur. Me font peur. Les hommes forts, c'est ce qu'il faut s'entendre par force, mais les hommes qui cherchent le pouvoir me font peur. J'avais remarqué dans le Place Vendôme, dans l'extrait Le rôle de la musique, et évidemment encore plus dans L'adversaire, où vous aviez demandé une partition presque liturgique, c'est presque la musique liturgique à Badalamenti, qui est le musicien de David Lynch en particulier. Quel est votre rapport avec la musique, justement, la musique de film? Il n'est pas évident. Il y a des cinéastes qui ont la chance d'avoir un compositeur qui les accompagne tout le temps et qui même là, avant le début du tournage, tout ça. Et ça n'a jamais été le récit me capte tellement, et après le film, que la musique arrive. Et donc souvent, j'ai un rapport où il y a un compositeur qui vient, qui fait de la musique, et je trouve que c'est tellement important, la musique, c'est tellement, en fait, l'ultime voix du metteur en scène, que souvent, quand elle n'est pas exacte, je l'enlève. Mais après, quand j'en garde, là, je trouvais, par exemple, celle dans Place Vendôme, je l'ai trouvée, à la réécouter, je trouvais qu'elle était bien. Et là, j'ai demandé à un compositeur qui s'appelle Gabriel Yared. Vous trouvez bien? Je ne connais pas. Ah bon? On va attendre. Mais j'ai toujours très peur parce qu'on lui confie plus que son enfant, quoi, et que qu'est-ce qu'il va mettre dessus, quoi, et que ce qu'il va mettre dessus peut dénaturer et les intentions. Vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez l'arrêter. Voilà. Ouais. Alors on va être obligé de passer un peu vite sur Selon Charlie, qui est le portrait de 6 hommes en déséquilibre face à un enfant. L'enfant, c'est Charlie, des gens de métiers différents, etc. Avec d'ailleurs au scénario toujours Fieschi, mais aussi il a écrit 3 ou 4 films avec vous, votre autre fils, Frédéric Bélier-Garcia, oui, l'adversaire avec qui est grand metteur en scène de théâtre. Absolument. Oui. Voilà, donc on va passer sur Selon Charlie, qui est un très beau film aussi, et on arrive à Un balcon sur la mer, qui est une sorte presque de polar, un film qui fait un va-et-vient entre le passé et le présent, entre les années 60 et les années 80, avec Jean Dujardin qui joue un pied noir, qui s'est installé dans une agence immobilière dans le Midi de la France, on retrouve le Midi, et qui croit reconnaître dans une cliente de l'agence immobilière qui veut acheter une bastide dans la région. J'aime pas tellement quand on dit pied noir, moi. Oui. On peut dire qui joue un Français ayant vécu en Algérie. Voilà, si vous voulez. Et c'est différent des Juifs d'Algérie. C'est ça, la différence entre les pieds noirs et les Juifs d'Algérie, c'est que les Juifs ne sont pas des pieds noirs. Comme vous voulez, mais enfin, on peut dire. D'accord. Non, Juifs d'Algérie, si vous voulez, ou Juifs d'Algérie. Donc là, on se rapproche tout de même avec Jacques Fieschi, qui vient, et lui aussi, d'Algérie, comme vous. On se rapproche de thèmes personnels, c'est-à-dire le grand silence, la culpabilité, on ne recouvre pas, on n'en parle pas de cet grand exode des Français d'Algérie qui sont venus comme vous, qui ont quitté l'Algérie, qui ont été accueillis avec ce sentiment de mélange, de faut pas en parler, etc., du colonialisme, etc., et les souffrances qu'ils ont subies à leur tour. Donc, il croit reconnaître dans cette cliente une petite fille qu'il avait séduit quand il était gosse lui aussi, qui était son premier amour. Qui était la petite voisine d'en face, son amour d'enfance. Voilà, il croit la reconnaître comme une cliente de cette agence immobilière qu'il dirige maintenant avec son beau-père près d'Aix-en-Provence, et il croit la reconnaître. Et effectivement, il n'y a qu'une part de cette reconnaissance qui est vraie. Parce que, effectivement, c'est elle, et effectivement, mais ce n'est pas. Non, elle vient d'Oran,
Elle l'a connue enfant, mais ce n'est pas elle. Voilà, celle qui croit reconnaître. Elle est morte dans un attentat. Elle a été tuée par l'OAS au moment quelques mois avant l'indépendance. Bon, c'est aussi un film sur la mémoire interdite de l'Algérie française. Oui, oui, oui. Voilà, donc on va voir cet extrait avec Marie-Josée Croze et Jean Dujardin. Bonjour. J'avais peur de vous rater. Tu me reconnais? Oui. Je n'avais pas réalisé tout de suite, mais... C'est toi. Oui. Oui. C'est moi. Je savais que je te connaissais, mais je savais pas... Marc Palestro, Oran, rue Lamartine, numéro 16. Tu m'avais reconnu. Oui. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'hier, il y avait trop de monde. Et puis toi non plus, t'avais pas l'air de... C'est fou. Tout d'un coup, hier soir, c'est elle. Tu vas l'acheter, la Bastide? Je crois. C'est un beau domaine. Ça fait longtemps que tu travailles dans cette agence? Oui. Mais t'allais partir comme ça, sans m'appeler? Parce que t'avais les cheveux plus longs, moins... Cathy. Madame, est-ce que vous avez utilisé le minibar? Non. J'aille sur retard. Tu prends quoi, un train? Oui. Moi, je vais t'accompagner. Oh non, je vais appeler un taxi. Ah, vraiment? Quand est-ce que t'es rentré en France, toi? En 62? Oui. Quel mois? Juin. Mais arrêtez, on n'a pas le droit. Revenez, on n'a pas le droit. Personne sur la terrasse, descendez. Eh les enfants, descendez, allez, descendez. Personne sur la terrasse. À quelle heure tu dois rentrer, toi? J'ai le temps. Dans mon immeuble, il y a plein de gens qui sont partis. Tu crois qu'on va rester, nous? Bah oui. T'es sûr? Ah oui, j'en suis sûre. Mais je pense que en revoyant, je pense que j'ai fait une erreur quand même, parce que quand il la voit et qu'il dit Cathy, au moment où il dit Cathy, donc il lui dit un prénom qui n'est pas le sien, il n'y a pas assez de transformation. Tu dors? Non. Est-ce que je donne cette impression? Tu blagues. Non, mais... Non, il n'y a pas eu assez de transformation sur elle, quoi. Si 20 ans plus tard dans ta vie, on t'appelle avec un autre prénom, devrait y avoir... J'aurais dû tourner ça avec plus de... Voilà, c'est tout. Mais, bon, les films suivants vont être beaucoup plus linéaires, mais là, c'est tout de même un film aussi sur la chronologie qui est constamment un jeu temporel. Ben oui, parce que ce passé, voilà, qu'il croyait avoir oublié, comme il dit, je disais, c'est partie des gens rentrant d'Algérie qui voulaient tout oublier de l'Algérie, qui voulaient, ça avait été
était une souffrance, de l'exil, de la, comme tu disais, de la situation en France, on avait accueilli certains princes d'Algérie, tout ça, il avait fait sa vie, il était marié avec Sandrine Kiberlin dans le film, qui est la fille de cet agent immobilier, et il voulait oublier tout ça. Et puis le passé ressurgit avec cette rencontre de hasard d'une cliente de l'agence, et il avait occulté tout ça, alors que sa mémoire, par éclat, revient. Voilà. Et en fait, elle, cette jeune femme, c'était l'amie. Ce n'était que l'amie qu'il aimait dans l'ombre, qu'il aimait enfant, mais c'est pas elle qu'il aimait. Et celle qu'il aimait, la petite blonde, a été tuée. Mais on a parlé de beaucoup de collaborateurs, mais pas du tout de la photo. Moi, ce qui me frappe, c'est que autant il y a une grande fidélité avec Jacques Fieschi, le scénariste. Les acteurs, ça change souvent. Il n'y a pas de fidélité à un acteur qui jouerait dans la plupart des films, pas du tout. Mais le chef opérateur change aussi beaucoup. Quel est votre rapport au chef opérateur? Comment vous travaillez avec lui? Là, par exemple, j'ai quand même, je travaille avec lui de manière très, vous avez changé plusieurs fois, j'ai changé au cinéma de manière très différente. Oui, on dépend beaucoup. On travaille de manière très organique. Organique, oui, avec un chef opérateur très. On dépend de son image. Voilà, on peut parler beaucoup de l'image, comme lui qui la fabrique. Donc, maintenant, je travaille depuis 2 films avec Christophe Bocarne, avec qui j'ai fait Mal de Pierre et celui que je monte. J'ai travaillé longtemps avec Jean-Marc Fabre, avec qui j'ai fait Et Selon Charlie et L'Adversaire. Et parfois je change. C'est une relation qui est tellement fusionnelle pendant le temps du tournage qu'on a le temps d'éprouver l'autre dans tout ce qu'il a comme tout le monde, de force, de failles et de faiblesses. Donc voilà, parfois je vois des films aussi et je trouve que la lumière serait bien adaptée à ce projet. Donc j'essaye de rencontrer l'opérateur de ces films-là. C'est vrai que je change alors que j'ai souvent voilà, il y a des fidélités et des infidélités comme dans la vie. Alors, le film suivant, dont on n'a pas le temps de voir un extrait, c'est Un beau dimanche, qui est de 2013. C'est d'abord un personnage qui cache un secret, mais c'est presque un thème récurrent dans tous vos films. C'est un secret que le film va élucider. C'est celui de Daniel Auteuil dans L'Adversaire, celui de Place Vendôme, de Catherine Deneuve. Ce sont un peu des suspens, d'une certaine façon. Il y a un côté un peu polar, même si ce n'est pas des vrais polars. Mais il y a un côté polar ou un thriller un peu romanesque. Et souvent, et maintenant ça change, en tout cas sur ce dernier, souvent le film prenait un personnage dans une vraie ornière quand le film commence, et que le temps du film était là pour le sortir de ce problème, pour le faire. C'était pas des happy end extraordinaires, mais c'est quand même quelque chose où le personnage, où c'était se trouver, comme dans Pirandello. Il se trouvait, il y avait quelque chose il se défaisait des liens morbides qu'il avait. C'était oui, tous les films avaient ce chemin-là. Et même on peut dire L'Adversaire, qui pourtant finit un peu plus mal pour ses victimes et pour lui-même, mais c'est quand même. Et ça, c'était Emmanuel Carrère qui m'avait mis sur cette voie-là dans son livre. C'est pour ça que quand j'avais voulu adapter le livre de Carrère, il m'a dit pourquoi tu prends mon livre, c'est super, mais tu prends les minutes du procès, et c'est pareil. Mais comme c'était son livre qui m'avait donné envie du film, parce que dans son livre, un personnage de fait divers aussi terrible que celui de Jean-Claude Roman devenait un personnage tragique. Voilà. Il sortait de la gangue du fait divers, il devenait quelqu'un surdéterminé par tellement de choses, quoi. Une telle énigme, pourquoi quelqu'un comme lui, qui était brillant, qui aurait pu être un médecin, et parce qu'il rate un examen, et qu'il ne se représente pas à la session de septembre, et il passe tout son cursus en faisant croire à tout le monde, quel est ce mystère, quelle est cette folie, quoi, qui a... Il était conscient au moment des faits, c'est pour ça qu'il a fait il est passé en assise, non pas en hôpital psychiatrique, mais là, quand même, il y a quand même une folie. Et ça, Emmanuel
le racontait bien, quoi. Sortait encore une fois de la gangue, oui, du trivial, du fait divers. Alors, dans ce film, donc Un beau dimanche, c'est également un film contre le précédent. Le précédent était structuré sur des allers-retours temporels. Là, il y a l'unité de temps, l'unité d'action. C'est un gosse que son père n'est pas allé chercher, ce père divorcé n'est pas allé chercher l'enfant à la sortie de l'école. L'instituteur va l'accompagner. C'est plutôt l'enfant qui conduit l'instituteur chez sa mère, qui est serveuse dans un restaurant plage au bord de mer, encore oui. dans le midi de la France. Et cette femme va rencontrer un mec, comme elle dit, un beau mec, qui est votre fils, Pierre Rochefort, qui joue l'instituteur. Oui. Et cette serveuse, Louise Bourgoin, oui. va donc avoir cette illumination avec ce jeune homme. Qui, lui, vient d'une famille très, très grande bourgeoisie, du côté de Toulouse, il a comme mère Dominique Sanda. Et on sent que c'est parti un peu de ces jeunes qui ont fait des études très importantes, très longues, et qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, quelque chose a cassé en lui, et voilà, il a été interné. Et là aussi, c'est là, voilà, dans tous ces personnages, souvent c'est plus les femmes que les hommes, mais il y a cette ombre de la folie possible, quoi, cette ombre, chose qu'on ne dit plus tellement maintenant la folie, mais on dit, oui, l'ombre en tout cas d'une... on ne dit plus tellement folie, d'un trouble. Mais dire trouble psychiatrique, c'est un peu quelque chose qui pourrait tous nous, qui est dans nos vies, qui pourrait tous arriver, quoi, qui pourrait tous nous sortir des... Voilà, quelque chose qui... c'est tout. Alors, le dernier film sorti, c'est Mal de Pierre. Là aussi, c'est un film sombre, c'est un film avec des forces obscures, c'est un film de grande tension. Vous aimez les tensions dramatiques, d'ailleurs vos films favoris, c'est Vertigo, c'est La fièvre dans le sang. Vous aimez des situations fortes. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas tellement à la mode, parce que la mode, c'est plutôt... Pas à la mode. C'est plutôt... Dites ça comme ça, en fin d'interview. Chez les branchés. Pas à la mode. Beaucoup de gens aiment vos films. Ah oui. Chez les branchés de la critique, ce qu'on aime, c'est la dérision, c'est le cynisme, c'est le deuxième degré. Ah oui. Vos films sont sur la passion. Vertigo, Kazan, La fièvre dans le sang, etc. C'est des films de passion. Et tous vos films, c'est là-dessus. D'ailleurs, l'instituteur prête à la femme les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, qui est un de vos livres de chevet. Oui. Donc ça indique bien ce romantisme noir. Qu'il a été, en tout cas. Et dans Mal de Pierre, c'est donc une femme qui est mariée plus ou moins de force par sa mère, un ouvrier agricole, et qui va trouver le grand amour. Elle a le mal de pierre, des coliques néphrétiques, etc. Elle va aller, à l'époque, ça empêchait d'enfanter, et donc elle va dans un institut en Suisse, dans une clinique, et elle rencontre un officier, un garçon qui revient d'Indochine, et elle va tomber follement amoureuse de cet homme. Et à un moment, on va voir l'extrait, elle croit qu'il est parti et qu'elle ne va plus jamais le revoir, ce qui est d'ailleurs vrai, en fait. Marion Cotillard et Louis Garrel.
Je suis content de terminer, avant de passer la parole au public, de terminer sur cette séquence parce que ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire cette séquence finale renvoie à la première séquence d'un week-end sur deux, sur le sens du mouvement, la caméra qui suit un personnage qui est toujours, mais de façon, le sens du décor, le sens de l'espace, cette extraordinaire clinique où vous filmez vos paysages, etc. La musique, très présente aussi, très, très intense, très passionnelle. Et puis l'interprétation de Marion Tillard et la très belle photo de Christophe Le Carme. Voilà. Donc, si vous pouvez en parler brièvement, puis ensuite on va laisser la parole à la salle sur cette fin de film. Ah oui, si. Non, mais non, c'est un roman que j'avais lu dans un avion, Mal de Pierre, sur le conseil d'un ami, et arrivé à l'aéroport de Marseille, j'ai appelé mon producteur tout de suite. J'ai dit, je voudrais que tu te renseignes sur les droits de ce livre, comme si j'avais senti qu'il y avait quelque chose pour moi dans ce livre. Alors souvent cette femme qui appelle l'amour la chose principale, cette femme qui finit par imaginer quelque chose qui n'existe pas tellement elle le désire. Comment le désir peut vous fournir cette vie qu'elle n'a pas. Et voilà, est-ce que c'est vraiment ça la folie? Non, pas forcément. Peut-être c'est la manière de vivre qu'elle a trouvée qui est la plus belle et la plus forte. Et ça a été extraordinaire de jouer, de travailler d'ailleurs, comme avec tous les acteurs que vous avez vus ce soir, mais avec Marion, qui est vraiment une grande actrice, comme Catherine, comme Daniel Auteuil. Voilà, j'aime beaucoup les acteurs. Je crois que j'aime beaucoup les acteurs. J'aime d'autant plus les actrices maintenant que je suis devenue metteur en scène. Avant, j'étais comme une actrice comme les autres. On est dans la concurrence, alors que maintenant, j'ai oublié la concurrence. C'est très bien d'en finir avec la rivalité et de pouvoir aimer les femmes, les hommes. Et je les aime beaucoup. Et je crois que souvent, je prends des acteurs qui sont aimés, qui sont désirés par les autres, c'est-à-dire donc des acteurs connus, mais pour souvent les emmener ailleurs, les emmener là où on ne les a pas encore vus, ou voilà, là où je les projette. Mais j'aime beaucoup les acteurs. Il faut beaucoup aimer les acteurs. Après, en dehors du moment, j'aime beaucoup les acteurs tant que je tourne avec eux. Tant que je tourne avec eux sur le plateau, c'est vraiment... Après, parfois, les acteurs, c'est plus décevant. Non, après, les acteurs, c'est des acteurs. C'est un métier. Non, mais il faut aimer les acteurs, même quand ils sont plus difficiles, parce que c'est vrai que c'est un métier qui exige un narcissisme tellement fort, il y a une précarité. Voilà, autant les gens qui travaillent beaucoup, qui sont quand même les plus enviables, que ceux qui travaillent moins, c'est quand même très difficile, parce qu'il y a beaucoup d'élus, il y a peu d'acteurs. Enfin, voilà, c'est un métier difficile où il faut accepter beaucoup de moments... Voilà, d'intranquillité, de moments. Mais donc il faut beaucoup les aimer parce que c'est une vie complexe. Mais c'est vrai que parfois, moi en tout cas, j'ai une relation forte avec eux au moment du travail. Après, les promotions, tout ça, il y a un... Je ne sais pas pourquoi je finis avec une chose aussi amère sur les acteurs. Voilà, Nicole, ce que je voulais dire par ne pas être à la mode, c'est que je crois que ne pas être à la mode, c'est la meilleure chance de durer. Ça, voilà, parce que la mode, par définition, ça change. Dans le train, on va en reparler. La mode change. Claude Sautet n'était pas à la mode, ça dure très bien. Ça dure très bien. Quand on voit Sautet aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas, une ride. Quand il travaillait, il n'était pas à la mode non plus? Non, il était apprécié par beaucoup de gens, mais il n'était pas dans les cercles mondains, il n'était pas considéré comme certains cinéastes qui avaient une cote qu'on a déjà oubliée. Je pense que la mode, par définition, c'est éphémère. En tout cas, merci beaucoup, Nicole, et surtout, c'est maintenant à vous de poser vos questions complémentaires, parce qu'on n'a abordé qu'une petite partie de l'iceberg. Merci. Peut-être pas. C'est la parole, parce que nous, on ne voit rien ici. On ne voit strictement rien. Donc, Eric, c'est à toi de...
Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Pas forcément. Peut-être qu'on a tout dit. Ah oui. C'est quoi ces bruits de volière? On est là. Hein? Oui, mais là, peut-être qu'il n'y a plus de questions. Oui, merci à toi. Oh, on va peut-être s'en aller parce que s'il n'y a pas il y a des questions. Peut-être qu'on pourrait un peu rééclairer la salle. Ah, il y a une question. Bonjour. Oui. Bonjour Madame Garcia. Je me lève? D'accord. Je vous vois, voilà. Moi, il y avait une question qui était très intéressante, je trouvais. C'était l'anticipation des mouvements de caméra lors de l'écriture. Sans vouloir en faire trop ou quoi que ce soit. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Par rapport Sur quoi? Je n'ai pas compris. Par rapport à l'anticipation des mouvements de caméra lors de l'écriture. Lorsque vous écrivez un film, etc. Comment vous y prenez? Excusez-moi, je suis un peu stressé. Désolé. Oui. Désolé. Mais, merci. Voilà. Oui. Eh ben, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. C'est quelque chose où, pendant l'écriture, c'est tellement de l'ordre de l'écriture, du récit, de la construction d'un film, de la caractérisation des personnages, etc. On croit qu'on ne s'occupe pas trop de la manière dont on va après filmer. Mais en fait, quand on passe au moment de réaliser, en fait, on se rend compte que ça a été quand même quelque chose qui a infusé quand même. Et donc, on sait les ambiances de la scène, les lumières de la scène, la scène comme dirait mobile ou immobile. On le sait déjà, quoi. On sait pas mal de choses à la fin de... Quand comme moi, on écrit en tout cas, on co-écrit un scénario. Et après, on décide, vous voulez dire comment... Bah donc, comme je vous dis, moi, j'imagine une mise en scène beaucoup à partir de cette dynamique du jeu. Après, effectivement, non, on décide qu'on joue une scène, de se rapprocher, de faire des plans larges. Après c'est l'écriture du cinéma, comment on suit un personnage, comment on ne le quitte pas, comment plutôt on va passer de l'un à l'autre, comment on en vient à faire le très classique chant contre chant, qui a quand même son efficacité, comment on essaie de le transformer. Voilà. Après, c'est l'écriture du cinéma que j'ai jamais apprise. Hein. J'ai fait aucune école, donc elle m'est venue sur le tas, comme on dit. En ayant des chefs opérateurs dont je parlais tout à l'heure, comme Lubchansky le premier et d'autres, qui m'ont appris, qui m'ont formé. En tout cas, ils n'ont pas fait de la pédagogie, mais j'ai appris à leur côté. J'ai répondu. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'était une question par rapport à la musique plutôt. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la musique, vous aviez parfois un peu peur parce que le travail musical ne correspond pas forcément à l'idée que vous aviez. Mais ça vous arrive jamais, du coup, de prévoir la musique pendant le processus d'écriture ou pendant le tournage et de travailler avec le compositeur à ce moment-là? De travailler avec lui pendant le processus de... En tout cas, d'avoir déjà une idée globale de ce que vous voulez. Oui. Après, je ne sais pas. C'est autant de cinéastes, autant de manières différentes à la fois de travailler avec la musique. Je pense que les grands cinéastes, on ne va pas citer Fellini, tout ça, qui ont eu des compositeurs qui ne l'ont jamais quitté. Et ça, je me dis, c'est comme un rêve, quoi. Ça doit être formidable parce qu'ils savent ce que l'autre attend. Voilà, c'est pas à chaque fois bonjour. Voilà, ça doit être super. Mais ça ne m'est pas arrivé. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas assez cherché. Ou moi-même, je ne suis pas assez musicienne pour en avoir. Voilà. Donc,
au moment où ça se passe, la musique, c'est vraiment ce que je connais en ce moment en plus. Je me dis, bon, alors je vais essayer un tel, bon, on va voir. Voilà, c'est un peu empirique, on va regarder si ça va, mais c'est pas un moment, c'est pas très agréable, parce que je mets l'autre en doute très vite. Dès que ça va pas un peu, je dis non, ça va pas. Donc, je suis pas arrivée encore à apprivoiser, à faire bon ménage avec la musique. Mais quand même, mais au bout de cette lutte, quand même, dans les films que j'ai fait, je trouve que ça va quand même, quoi. Donc, mais c'est pas un processus confortable pour moi. Voilà. Merci. Bonjour. J'aimerais savoir si... Voilà. Et tout dans ce coin. Oui. Est-ce que c'est une volonté propre de toujours rapprocher vos films du réel ou, de quoi vos films, je trouve vos films assez proches de la vie réelle, de ce qui se passe, oui. Inspirés de l'histoire vraie ou autre. Est-ce que c'est une volonté propre ou de ne pas faire de fiction ou d'inventer des vraies histoires ou, voilà. Ah non, mais j'ai souvent... des vraies histoires. Je passe mon temps à inventer des histoires. Oui, non, je ne sais pas si je me suis assez bien exprimé, mais... C'est quoi, comment si je trouve que vous vous rapprochez beaucoup justement du réel et de tranches de vie, plus que de... je suis désolé, je stresse aussi. D'une fiction totale ou d'invention de quelque chose de fantaisiste, ou même avec un univers totalement décalé. Ou... Ah oui, oui. Non, oui. Non, ce sont des fictions, mais c'est à partir de choses que je connais. Vous voulez dire quoi, des science-fiction, un peu fantastiques Oui, par exemple. Ou quoi d'autre Je sais pas, non, justement, tout ce que j'ai à dire, je suis désolé. Non. Enfin, en tout cas, bon, non, effectivement, c'est de la fiction, c'est quelque chose de purement imaginaire, mais c'est vrai à partir d'un terreau humain, psychologique, des contradictions humaines qu'on porte. Voilà, il m'est pas arrivé pour l'instant d'avoir envie d'être, de m'évader ailleurs que dans cette sphère humaine qui est la nôtre, quoi. Pour l'instant. Je pense avoir bien compris ce que vous vouliez dire par autre fiction. Comme Alien ou Star Trek. Ah non, j'ai pas les moyens. D'accord. Une autre question concernant le choix des acteurs. Parce que vous avez parlé de beaucoup d'acteurs que vous aimez beaucoup, ici au milieu. Hein. Et j'aurais voulu savoir, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à l'acteur auquel vous voulez qu'il soit votre acteur ? Ah oui, ça c'est quand j'ai beaucoup de chance. Je pense à l'acteur tout de suite et je me dis, et ça c'est le meilleur. Par exemple, pour Marion Cotillard, elle se souvenait que je lui ai donné le livre très longtemps à l'avance et je me suis dit, le meilleur qui m'arriverait, c'est qu'elle soit d'accord pour jouer ce rôle parce que c'est pour elle et voilà, mieux que pour n'importe qui d'autre. Ça c'est dans le meilleur des cas et parfois, non. Le scénario est terminé et je ne vois pas. Alors là, j'ai une réputation dans le métier de très... C'est terrible, quoi, parce que je commence à voir des actrices, à en voir ou des acteurs, et je ne trouve pas, et ça ne va jamais. Et là, je rentre dans une période compliquée pour moi, comme si ma vie en dépendait. De trouver comme s'il y avait l'acteur juste pour ça et pas un autre. Et là, ça peut m'emmener un peu dans une folie, mais c'est difficile. Mais et souvent, c'est deux cas différents. Ou alors, et j'ai jamais écrit pour quelqu'un, sauf une fois, pour Catherine Deneuve dans Place Vendôme. Il s'était passé quelque chose qui fait que je me suis dit, tiens, je vais écrire un film pour elle. Donc voilà, cette joaillère de la Place Vendôme qui est à la fois la beauté, la blondeur, l'image magnifique de Catherine Deneuve. Et puis derrière, quelque chose de beaucoup plus sombre qui est les diamants, les trafics et un romanesque sombre qui s'attache à sa vie. Bon, ça, voilà. Et pour aussi
quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, c'est Pierre Rochefort. J'avais écrit Un beau dimanche en pensant à lui. Mais c'est les seules fois après. C'est pour ça que souvent on me reproche, les acteurs avec qui j'ai tourné me reprochent énormément de ne pas les réemployer. Voilà, je ne suis pas comme Desplechin qui a une petite bande d'acteurs ou d'autres, quoi. C'est toujours l'acteur que je viens d'écrire et je vais aller chercher dans le personnage plutôt que je viens d'écrire et je vais chercher l'acteur qui me semble le plus juste selon moi et donc ce sont des acteurs différents à chaque fois. Sauf là, c'est le cas avec Benoît Magimel, avec qui j'avais tourné dans Selon Charlie, et que je viens de retravailler avec lui pour la seconde fois dans le film que je suis en train de monter. Et c'est vraiment un très très grand acteur. Ouais. Mais pourquoi un second? Pourquoi je... Ah non, non. Oui, j'ai eu un refus, une fois. Alors, je ne vous dirai pas qui, parce que elle serait trop contente. Mais, mais c'est la... Oui, et ça m'est jamais arrivé. Sinon, j'ai la chance que les acteurs soient très... Et aiment, ils se le disent sûrement entre eux, donc j'ai très envie de tourner avec moi. Donc, enfin, une fois, ça n'a pas été le cas. On s'en souvient, comme toujours, de la seule fois dont... Quand on a été quitté une fois, hein. Pareil. Bonjour. Bonjour. Donc, comment introduire plus d'éthique dans le milieu du cinéma? Comment je parle pas les questions. Comment introduire plus d'éthique en fait? Est-ce qu'il faut envisager des concertations, des cercles de réflexion, eu égard à l'actualité en fait dans le cinéma français? Alors, redites-moi, pardon, le début de votre phrase. Attends. En fait, quel cercle de réflexion dans le milieu du cinéma, dans les instances, quelle éthique en fait du cinéma français, une nouvelle éthique du cinéma français? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Moi, je pense qu'il y a besoin d'une éthique et de morale dans tous les milieux, pas seulement ceux du cinéma. Vous ne me ferez pas parler des affaires actuelles, justement parce que je suis en scène et parce que j'ai un micro, et que je trouve qu'il y a des tribunaux pour les choses. J'aime pas beaucoup les tribunaux publics. C'est ce que je pourrais reprocher à ce qui se passe en ce moment en France. J'aime pas les tribunaux publics. Je trouve que ça rappelle des moments de l'histoire difficiles, et je trouve qu'il y a des tribunaux qui sont là pour juger. D'accord. En fait, Alors, s'il y a une dernière question, parce que Nicole Garcia a une interview maintenant, s'il y a une dernière question... Oui? Voilà. Voilà, dernière question. Bonsoir. Ce serait pour savoir, en tant qu'acteur ou réalisateur, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une vie de famille derrière? Parce que ça a l'air compliqué, non? Répétez, d'avoir quoi? Est-ce qu'il est possible d'avoir une vie de famille. Bah, pour tous les gens qui veulent faire acteur ou réalisateur, peut-être, je sais pas, genre, ils se posent des questions ou ça leur fait peur ou quoi d'avoir des enfants derrière. Voilà. J'ai compris. Je pense que ça ne simplifie pas la vie de famille, mais bien sûr que c'est possible, bien sûr. Ouais, ça ne simplifie pas la vie de couple, ça ne simplifie pas la vie de famille, mais pas plus que j'imagine que d'autres professions qui sont très prenantes, qui passionnent beaucoup celui ou celle qui la font et qui... pas plus que ça, mais... non, je dirais que non, finalement, en réfléchissant, non. Toute vie de famille, ce métier est compatible avec une vie dite de famille, mais effectivement... enfin... C'est vrai qu'en même temps, quand je dis que ça dévorait beaucoup, c'est vrai que y a des moments où tout est pris par ce métier, tout vie de famille inclus, le temps qu'on consacre à sa famille inclus là-dedans, mais ça n'est pas tout le temps. C'est comme des crises, quoi. Après, on retrouve une vie, voilà, on retrouve une vie
de simples soldats, après. Il faut que les autres aient le temps et le désir et vous aiment assez pour patienter ou pour comprendre voilà, que ça fait partie de votre vie, de votre passion, et qu'on sache la faire partager aux autres, à ceux qui sont autour de vous. Donc, je pense que c'est possible pour dire 2 phrases, mais que ça reste quand même un exercice difficile, quand je pense à ma propre vie. Merci Nicole Garcia.